Très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, c'est reparti. Une nouvelle session d'infos, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Vous en avez l'habitude. Aujourd'hui, on se met en mode action, éducation et on s'intéresse. On fait un gros plan aujourd'hui sur la médecine scolaire. C'est parti pour le sommaire. Un rapport sonne une nouvelle fois l'alerte à l'Assemblée nationale. Médecins, infirmiers ou encore psychologues. L'école manque décidément de tout et visiblement ça empire. Irina Capron vous dit tout dans un instant. La situation n'est clairement pas nouvelle. Avec quelles conséquences pour le personnel de santé, surtout pour les élèves? Petit état des lieux et on en parlera bien évidemment avec nos invités. L'école censée être un lieu de prévention, ça c'est la base, et elle peine désormais à jouer son rôle de lisseur d'inégalités si je puis dire. C'est aussi le cas pour la santé. Comment inverser cette tendance? Comment inverser la donne? On va demander tout de suite à nos deux professionnels. Bonjour Mechtil Diep. Merci d'avoir accepté notre invitation via Skype. Vous êtes médecin d'éducation nationale et puis on est également en Skype avec Valérie Wolf. Bonjour Valérie. Vous êtes, vous, infirmière de l'éducation nationale pour le SNICS FSU. On parle avec vous, mesdames, dans un instant, juste après la loupe. C'est avec Irina. Salut Irina. Bonjour Patrice. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est avec Irina. Oui, j'ai remarqué que c'était très grave. C'était très grave. Oui. Je le refais si vous voulez. C'est avec Irina. Oui. Irina, ça va? Ça va très bien et vous? Ouais, ça va très bien, sauf que l'école, c'est le premier désert médical de France. Effectivement, c'est le député Renaissance Robin Reda qui a alerté l'Assemblée nationale sur la situation. Une situation critique de la santé scolaire. Alors, selon les informations du rapport, moins de 20% des élèves de 6 ans passent la visite médicale qui est normalement obligatoire. Ils ne sont que 60% à l'âge de 12 ans et on remarque une pénurie de médecins scolaires. Le nombre de médecins scolaires a baissé de 20% en 10 ans. Alors lors du dernier concours national, il y avait 40 à 50 postes à pourvoir, mais il n'y avait que 12 candidats. Alors aujourd'hui, la France compte 900 médecins dans le milieu scolaire pour 60 000 établissements. Et malheureusement, on remarque que le constat est le même pour les infirmiers scolaires. Ils sont 7 800 en France pour réaliser des dizaines de millions d'interventions chaque année. Et cette pénurie n'est pas nouvelle. Déjà, en 2014, un tiers des postes de médecins scolaires n'étaient pas pourvus. On a l'impression qu'année après année, on fait les mêmes émissions. Le problème, c'est que ça empire. Pourtant, la médecine scolaire, on sait que c'est un maillon essentiel, Irina, de l'égalité face à l'accès à la santé. Totalement. Au-delà de sa première mission de contrôler les aspects épidémiologiques, la médecine scolaire est indispensable pour garantir la bonne santé des élèves. Elle favorise de bonnes conditions d'apprentissage en décelant par exemple des problèmes de vue ou d'ouïe. Elle permet de gérer le suivi des élèves en situation de handicap ou encore elle permet de réduire les inégalités en proposant à tous un suivi médical. Quel cursus pour devenir médecin ou infirmier scolaire? Alors pour devenir infirmier scolaire, il faut passer par le concours unique d'infirmier du ministère de l'Éducation nationale. L'examen s'articule en 2 temps, une épreuve écrite puis une épreuve orale. Et les candidats doivent être au minimum titulaires du diplôme d'état d'infirmier. Pour devenir médecin de l'Éducation nationale, il faut avoir le diplôme de médecine, réussir ensuite le concours organisé par l'Éducation nationale et suivre une formation de 8 à 16 semaines à l'école des hautes études en santé publique à Rennes. Alors, ça fait des mois et des mois que les professionnels alertent. On a dit que le député Robin Reda, lui aussi, est l'auteur d'un rapport qui va bientôt sortir. Que va-t-il se passer le 23 mai prochain? Il y a une action qui est prévue? Exactement. Une marche blanche à l'initiative des syndicats infirmiers est organisée le 23 mai prochain à Paris pour dénoncer le manque de moyens dans la médecine scolaire. Alors, pour les syndicats, il faudrait renforcer l'attractivité du métier. Ils demandent une revalorisation salariale et la création de 15 000 postes. Merci Irina, l'expression orale avec nos invités. L'expression orale avec Mechtil Diep, qui est médecin d'éducation nationale pour le SNMSU UNSA, et toujours en Skype avec Valérie Wolf, qui est infirmière de l'éducation nationale pour le SNICS FSU. Mesdames, on va commencer avec vous. Mechtil, choisissez, si vous deviez choisir un qualificatif pour décrire la situation, ce serait lequel? Nous, on estime qu'on est dans une situation très critique. C'est-à-dire que là, on n'arrive plus du tout à assurer les missions qui sont prévues pour les médecins de l'éducation nationale. Et ça fait déjà une bonne dizaine d'années que nos syndicats alertent en disant que voilà, on va vers une situation de non-retour, puisqu'on n'a pas beaucoup d'espoir et pas beaucoup de signaux politiques pour améliorer la situation. Valérie Wolf, infirmier ou encore médecin scolaire, c'est avant tout le même combat? Ah, tout à fait.
Pour nous aussi, je pourrais définir ça comme catastrophique. Le travail sur le terrain devient de plus en plus difficile. Effectivement, moi je suis à l'Éducation nationale depuis 2009 et j'ai aussi vu finalement le travail se dégrader ces dernières années. Je fais le même constat que ma collègue le médecin scolaire avec qui on est en lien là sur cette Via Skype, oui, depuis 2009, ça fait donc 14 ans. Quand vous dites que vous avez vu la situation se dégrader, ça se traduit comment ? Nous, concrètement, typiquement, l'augmentation du travail sur le terrain, les élèves vont de moins en moins bien. Les liens au réseau sont de plus en plus compliqués puisqu'en fait, on voit bien que tout ce qui est médecine de ville, les CMP, les orthophonistes, les orthoptistes sont aussi en manque crucial de personnel. Donc en fait, on a beaucoup de mal à faire du lien pour nos élèves afin qu'ils soient suivis correctement. Le travail avec le médecin scolaire devient aussi difficile parce qu'en fait, ils sont de moins en moins nombreux. Donc nous, ici, on travaille beaucoup en réseau. C'est-à-dire que moi, je ne vois jamais mon médecin. Ce n'est que par scan, que par appel téléphonique qu'on peut à peu près travailler. Et encore travailler, c'est un grand mot parce que pour une infirmière et un médecin, travailler par le biais du téléphone, pour moi, c'est quelque chose qui semblait vraiment être uniquement dans l'ordre de l'urgence. Après, se voir physiquement, rencontrer les élèves, c'est la base, c'est le b.a.-ba de notre métier. Mechtilde Dip, vous confirmez effectivement le travail entre l'infirmier, l'infirmière et le médecin est devenu, c'est devenu une équation totalement compliquée, quoi. Oui, c'est rendu compliqué du fait qu'on est très peu nombreux. Nous, on est très peu présents physiquement auprès des élèves, de moins en moins présents physiquement auprès des élèves. Effectivement, notre travail se fait de plus en plus par téléphone et par mail. Nos secteurs sont de plus en plus grands, donc les temps de déplacement, les temps de trajet pour aller d'un point à l'autre du secteur, rencontrer les élèves, les familles et les équipes éducatives, sont des temps de trajet très importants, ce qui fait que ça limite énormément. Donc c'est vrai qu'on est arrivé à un point où notre travail est devenu un travail de conseil à distance et de moins en moins un travail clinique. D'après le rapport du député Robin Reda, le nombre de médecins scolaires a baissé de 20% en 10 ans. Ça vous semble plausible ou c'est peut-être même sous-estimé ? Alors actuellement, nous, les derniers chiffres qu'on a du ministère sont de 800 médecins pour 12 millions d'élèves. 800 médecins, sachant que dans ces 800 médecins, il y en a une petite centaine qui sont en détachement, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en poste à l'Éducation nationale, ils sont dans d'autres services publics. Donc on est à peine 800 en fait, et on n'a pas une visibilité très précise des équivalents temps plein, c'est-à-dire qu'au final, sur le nombre de temps plein, on est, je pense, en dessous de 700 ou autour de 700 équivalents temps plein, donc c'est vraiment très très peu, et ça on savait le prédire déjà il y a une dizaine d'années, parce qu'on a une pyramide des âges qui nous montrait qu'on allait avoir une grosse cohorte de départ à la retraite, ce qu'on est en train de vivre actuellement, et on ne recrute pas, c'est ce que vous avez dit dans votre annonce tout à l'heure, c'est-à-dire que le concours ne recrute pas assez de jeunes médecins pour venir remplacer les départs. C'est la même équation, Valérie Wolf, pour les infirmières. On a l'impression qu'il y a un problème d'attractivité concernant le métier d'infirmière scolaire. Tout à fait, on le voit dans les chiffres. Alors moi, j'ai pas tout en tête, mais par exemple, il y a quelques années, on pouvait éventuellement voir des prorata de... Alors nous c'est par académie, donc sur Strasbourg, avoir par exemple 9 postes avec 150-200 candidats. Actuellement, je crois que cette année, c'est 9 postes et je crois qu'il y a eu 40 ou 45 candidats. Donc on voit bien qu'il y a une baisse terrible. Et puis en plus, moi je constate, au travers de ma fonction de secrétaire académique, des départs en fait. Les collègues arrivent mais ne restent pas. Donc en fait, on est tout le temps dans un turnover. Moi je vais en réunion, j'ai l'impression de ne plus retrouver les mêmes têtes, de voir des collègues Valérie, partir. C'est-à-dire concrètement, il reste combien de temps ? C'est très difficile parce que nous les anciennes, on va dire qu'on reste parce que finalement on a un attachement à notre métier et puis finalement forcément une sorte d'harmonisation entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Mais des toutes jeunes, actuellement, elles vont rester 1 ou 2 ans et après elles vont se retourner vers d'autres employeurs, soit se mettre en détachement, soit se mettre en dispo. Donc c'est très aléatoire. Donc plus elles sont jeunes, moins elles restent.
Irina. Oui, Mechtilde, vous parliez du problème de recrutement. Est-ce que c'est le concours de médecins de l'éducation nationale ou le concours d'infirmiers de l'éducation nationale qui pose problème? Est-ce qu'il est trop compliqué? Non, c'est pas la difficulté du concours. Enfin, en tout cas, à notre niveau, c'est pas ça. Nous, on pense que le frein numéro 1, ça reste, comme le disait un peu la collègue, ça reste la rémunération. On est sur des rémunérations qui, pour des postes de médecins de la fonction publique, sont encore trop basses, notamment quand on passe le concours, l'entrée dans le début de rémunération, si vous voulez, l'entrée dans notre grille est trop bas en fait, et ça rebute les jeunes médecins parce qu'en fait pendant les premières années d'exercice ou la première année d'exercice, ils risquent d'avoir une perte de salaire par rapport à leur rémunération, soit de fin d'internat quand sont des jeunes médecins, soit de médecins hospitaliers ou d'un autre environnement professionnel. Donc le gros frein, il est surtout sur la rémunération. Le gros frein, il est surtout pour la rémunération, également pour les infirmiers et les infirmières scolaires. Valérie? Tout à fait. Oui, tout à fait. Moi, je constate, une collègue m'a dit l'autre jour qu'elle repartait à l'hôpital et qu'elle pensait tout simplement, elle m'a dit, je suis à mi-temps, je vais doubler ce que je touche actuellement pour me donner une idée. Mais en fait, quand elle a eu les projections du CHU, elle s'est rendue compte qu'elle allait toucher beaucoup plus que ce qu'elle pensait. Parce que déjà, on n'a pas ce fameux CTI, on nous le refuse depuis le premier Ségur. Là, c'est quand même 183 € par mois. Oui. Et en fait, une vraie reconnaissance de notre métier en catégorie A. Donc, on est sur des pertes salariales aussi très importantes. Et c'est ce qui met aussi un gros frein à l'arrivée de nouvelles collègues qui, finalement, vont se dire les vacances scolaires ne sont pas un pesant important ou assez important pour avoir une perte de salaire qui peut aller de 100 à 400 € par mois. Irina. Oui, Valérie Wolf, vous parliez tout à l'heure de l'augmentation de vos tâches. Est-ce que c'est dû en raison à cause du coronavirus? Alors en partie parce qu'en fait on a fait un constat, en fait je pense lié à la pandémie, c'est que l'augmentation du mal-être de nos élèves et effectivement d'un manque crucial de travail en réseau, parce qu'effectivement les psychologues sont en manque, les psychiatres sont en manque, et puis toutes les autres professions d'ailleurs inhérentes à la prise en charge de nos élèves, ce qui fait qu'effectivement on fait face à quelque chose de vraiment très compliqué. Et en dehors de ça, effectivement, un constat aussi très compliqué sur les apprentissages, sur lequel nous, finalement, on est toujours aussi un levier, puisqu'on est là pour conseiller les parents. Mechtilde Diep, on rappelle qu'il y a une journée d'action le 23 mai prochain. Je ne sais pas si vous allez y participer. Quel est le mot d'ordre? Alors, cette journée d'action est à l'initiative pour l'instant des syndicats infirmiers. C'est vrai que nous, pour le moment, les syndicats de médecins n'ont pas donné de mot d'ordre particulier. C'est en discussion. On a encore des échanges au niveau des académies pour voir quelle est l'action qui serait la plus efficace, la plus visible, pour qu'effectivement il y ait une réponse politique des pouvoirs publics par rapport à notre situation. Et c'est vrai que là, nous, on attend aussi beaucoup un rapport de la loi 3DS, une loi de décentralisation des services publics qui est sortie, qui est une loi qui a été votée l'année dernière, pour laquelle il y a un rapport sur la santé scolaire qui doit être publié, pour lequel on a été tous un peu auditionnés, et on attend la sortie de ce rapport avec impatience, qui est un rapport en plus du rapport de M. Reda pour l'Assemblée nationale. Ça devrait déboucher sur des débats démocratiques dans nos assemblées. Donc on attend beaucoup de ces rapports et des échanges qui vont suivre. Valérie Wolf, vous avez bon espoir que les médecins vous rejoignent le 23 mai? Bon espoir, de toute façon, je pense que plus on sera nombreuses, mieux ça ira. Après, nous aussi, effectivement, nos revendications sont des revalorisations salariales, la reconnaissance de notre métier en tant que spécialité infirmière à part entière, on a notre spécificité, effectivement ce fameux CTI et cette grosse attente par rapport à ce rapport, par rapport à ce risque de décentralisation. Et effectivement, nous, ce qui est très important, en fait, c'est sauver la santé à l'école. Et pour ça, il faut qu'on reste dans les établissements scolaires. C'est vraiment très important. Il faut que nos élèves puissent accéder à une consultation infirmière à tout moment, que ce soit de la petite maternelle jusqu'à l'université.
Vous avez senti ce délitement, vous m'avez dit Valérie, ça fait 14 ans que vous officiez à l'Éducation nationale. Valérie, qu'est-ce qui vous inquiète le plus concernant ce lien qui est de moins en moins présent, puisqu'effectivement il y a de moins en moins de personnel de santé, en tout cas, j'allais dire, sur place, parce que ça se fait aussi parfois à distance, on l'a vu avec les médecins. Quel est le principal danger? C'est pour moi ça risque de provoquer de grandes discriminations sur le terrain par rapport à la prise en charge de nos élèves, parce qu'en fait, quel que soit selon le territoire où on travaille, on se rend bien compte déjà des difficultés qu'on rencontre, mais je veux dire, ça ne peut pas impacter comme ça nos élèves, parce qu'il faut leur donner les mêmes chances au départ, que ce soit au niveau de leur santé, qu'au niveau de l'apprentissage du français, des maths ou des langues. Je veux dire, nous, l'idée, c'est que l'élève, il a une part entière, il faut qu'on l'accompagne dans tout son apprentissage, de l'autonomie, de ses compétences et de tout ce qui va avec. Donc le risque, c'est qu'effectivement, il y ait des grosses différences et que ça provoque finalement, comment dire, ouais, je trouve une forme de souffrance, une grande souffrance. Valérie, Mechtilde, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les missions du médecin scolaire, même si on a bien compris que pour vous, c'est de plus en plus compliqué? Alors, il y a, on va dire, deux grands types de missions. Il y a des missions collectives. Le médecin est censé proposer, piloter et réaliser des actions d'éducation et de promotion à la santé. Donc ça, c'est tout un travail qui peut se faire au sein des équipes éducatives et en collaboration avec tous les partenaires, qui soient à l'intérieur de l'éducation nationale ou à l'extérieur. Ça peut être des associations, ça peut être la caisse d'allocation familiale, etc., qui participent à ces actions de promotion de la santé. Mais il faut coordonner ces projets pour qu'ils aient un sens sur un territoire et par rapport à une tranche d'âge. Ensuite, il y a et ça on le fait quasiment plus parce qu'on n'a plus le temps de le faire. Et puis après, il y a toutes les actions individuelles qui sont des actions d'entretien individuel, d'examen à la demande sur des situations particulières, d'accompagnement au cours de réunions avec les équipes éducatives pour les élèves en situation de handicap ou les élèves qui ont des pathologies chroniques. Et puis, il y a tout le travail de dépistage et les visites médicales obligatoires, dont celle de la 6e année dont vous avez parlé en début d'émission. Est-ce que c'est le volet prévention qui vous inquiète le plus? Alors, je ne sais pas si je suis capable de vous dire ce qui m'inquiète le plus. En fait, globalement, on est inquiet pour la santé des enfants en France. On voit que, vous l'avez dit, après la crise Covid, il y a quand même une dégradation de cette santé et de la santé mentale des jeunes. Tous les indicateurs sont allumés à l'orange. On voit que l'école est inclusive, elle accueille tous les enfants en situation de handicap et elle va le faire de plus en plus. Et on voit aussi qu'il y a des problèmes sociaux et sociétaux qui arrivent aussi un peu au sein des familles et donc pour les enfants à l'école. Et je pense qu'il faut que cette école, si on veut qu'elle accueille les enfants dans les meilleures conditions, elle soit outillée pour pouvoir les accompagner. Et le service de santé pour les élèves, c'était ça l'idée, c'était de faire en sorte qu'il y ait des relais de proximité. Donc c'est un tout, c'est-à-dire les actions de prévention collective, de promotion de la santé, elles sont indispensables si on veut avoir des générations de jeunes qui sont informés, qui sont compétents pour pouvoir utiliser tout ce qu'ils auront appris à l'école et les mettre en pratique pour une meilleure santé pour eux-mêmes et pour faire des choix opérants par rapport à leur vie, à leur parcours de santé et de citoyen. Donc c'est un tout. L'individuel, le collectif. Et si on ne peut plus le faire, c'est inquiétant. Valérie Wolf, au vu de la pénurie d'infirmières et de médecins, est-ce que vous avez le sentiment parfois de faire le travail des médecins? Nous, on constate un grand glissement des tâches, que ce soit tout autant pour le travail de la médecine, tout autant pour tout le versant social, avec les assistants sociaux aussi, qui sont aussi de moins en moins nombreux dans nos établissements, les psy-EN aussi. Nous, effectivement, on récupère tout ça, puisque finalement, sur le terrain, concrètement, c'est quand même souvent nous qui sommes là, entre guillemets, le plus souvent. Mais forcément, toutes ces tâches qui nous incombent et qui ne sont pas de notre sort sont des gestions quotidiennes très compliquées. Vous aussi, Mechtilde, vous êtes amené à faire du dépassement de fonction? Alors,
Probablement moins que ce que décrit la collègue, parce qu'effectivement, comme on n'est pas posté dans les établissements et qu'on est nomade, itinérant, on a probablement moins ce risque-là. Par contre, et puis on essaye de ne pas le faire, c'est-à-dire que non, je pense que les professions ne sont pas complètement interchangeables. Et il y a des choses qui peuvent être déléguées, il y a des choses qui peuvent être retravaillées, probablement. Ça mérite une concertation avec toutes les disciplines. Mais je ne suis pas assistante sociale, je n'en ai pas les compétences, je ne suis pas psychologue non plus et je ne suis pas infirmière. Et je pense que chacun a vraiment à apporter son domaine de compétences en complémentarité les uns des autres. Et c'est vrai que s'il y a un corps de métier qui est complètement démuni, eh bien oui, le risque c'est que ce soit les autres corps de métier qui absorbent cette tâche-là en le faisant pas forcément du coup comme il faut. Oui. Mechtilde, est-ce que c'est à l'infirmière ou c'est plutôt au médecin, normalement, de déceler les différents troubles de l'apprentissage ? Eh bien, moi, je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que l'infirmière, elle peut tout à fait être, puisqu'elle est auprès de l'élève, elle est tout à fait au meilleur endroit pour pouvoir repérer les difficultés. Après, une fois que le repérage est fait, que des premiers bilans sensoriels, vérifier que l'enfant voit bien, entend bien, se développe normalement, qu'il a un suivi médical, par exemple à l'extérieur de l'école, etc. Une fois que tout ce premier bilan est fait, et ça c'est tout à fait de la compétence de l'infirmier, eh bien effectivement il faut pouvoir passer la main pour que des bilans plus approfondis soient faits dans le domaine des apprentissages. Mais là nous on s'appuie aussi sur les bilans qui sont réalisés par nos collègues psychologues. Et puis ensuite, l'expertise du médecin pour dire si c'est bien un trouble des apprentissages. Et parfois, nous, on passe aussi la main à des centres de référence quand les situations sont complexes, hein, donc des centres de référence des troubles des apprentissages. Donc c'est toute une chaîne, en fait, hein, des maillons de chaîne qui s'emboîtent les uns dans les autres pour essayer d'avoir la prise en charge la plus optimale possible pour l'enfant. L'info en plus avec Irina. Et pour cette info en plus, Irina, tu nous parles d'une école qui a trouvé une solution pour lutter contre ces déserts médicaux. Oui, je vais vous parler de l'école primaire Notre-Dame des Victoires à Landivisiau dans le Finistère. Un cabinet médical se trouve au sein de cet établissement. Alors une dizaine de praticiens comme un orthoptiste, un orthophoniste, un psychologue, des éducatrices spécialisées ou encore des ergothérapeutes se partagent la permanence médicale dans des locaux dédiés. Alors les élèves peuvent quitter la classe quelques instants, le temps d'une consultation, puis reviennent en cours tout seuls. Et les consultations à l'école sont aussi ouvertes au grand public sur rendez-vous. Valérie Wolf, infirmière de l'éducation nationale, ce cabinet médical dans le Finistère, c'est un ovni? Oui, oh oui. Où ça donne de l'espoir. Oui, c'est un grand projet, ça peut être vraiment sympa. Effectivement, bon, après les orthophonistes, il y a déjà beaucoup de mobilisation de leur côté, mais c'est vrai qu'on sent bien que la saturation, elle est partout. On ne trouve pas de professeurs, c'est compliqué. Mais c'est un beau projet. Mechtilde, vous confirmez, c'est un beau projet? Est-ce que c'est un projet qui, pourquoi pas, on pourrait démocratiser avec effectivement la parution de ces deux rapports à venir dont vous avez parlé? Ben oui, alors c'est intéressant parce que ça permet d'augmenter un peu le plateau technique de prise en charge, hein, puisque là il y a des rééducateurs paramédicaux qui sont dans ce cabinet médical, donc ça se rapproche aussi de l'enfant là où il est, donc ça, en niveau pratique pour les familles ça peut être intéressant. Ça fait partie effectivement des choses qui sont à discuter, de réorganiser la façon dont on peut proposer un accès à la santé, un accès aux soins. Après, ça ne résoudra pas tous les problèmes et puis il ne faut pas se leurrer. Comme vous dites, c'est un ovni dans le sens où c'est une école et on n'aura jamais un dispositif aussi important déployé sur toutes les écoles de France. Hein. Valérie Wolf, comment on fait pour contacter, quand on est parent, une infirmière scolaire? Oui, donc je reprends, voilà. Par les réseaux numériques, c'est hyper bien fait actuellement. Tous les collèges, tous les établissements ont un site, un bureau numérique ou autre. Par téléphone, quand c'est le premier degré, la directrice a mes coordonnées, elle me donne l'info, moi je rappelle les parents. Ça, c'est quelque chose qui est très très facile. Hein. Mechtilde, pour contacter un médecin, c'est plus compliqué? Alors, je pense que c'est
plus compliqué pour les familles, effectivement. Souvent, elles vont passer par l'établissement scolaire qui est rattaché à un centre médico-scolaire, donc il y a les coordonnées. Mais c'est vrai qu'au niveau de la visibilité sur les sites internet, ça peut être un peu compliqué pour les parents d'avoir accès parce que il faut aller sur les sites des directions départementales. Et c'est pas toujours bien connu des familles. Si on résume la situation, et je commence pour terminer avec vous, ma chère Valérie, tout ça manque de volonté politique. Ah, complètement. Complètement. Nous, on est très, très inquiets sur le terrain. Franchement, moi, je vois une baisse de... Alors, les collègues sont volontaires, hein, mais franchement, une grande souffrance institutionnelle que je constate depuis que je pratique. Ça fait plus de 30 ans que je suis infirmière. J'ai fait une très grosse moitié pour l'instant de ma carrière à l'hôpital. Je suis partie à un moment donné parce que je n'y trouvais plus de sens. Et malheureusement, j'en fais le même constat au niveau de l'école. La dégradation est exactement la même. Et en fait, c'est juste très, très compliqué par rapport à notre volonté de départ d'exercer ce métier. Mectide, de la passion, ça va suffire? Je ne sais pas si ça suffira pour tout le monde, mais je pense qu'il est vraiment important qu'il y ait une mobilisation aussi à la fois des familles et puis des autres personnels des communautés éducatives autour de la santé des élèves. Il faut que ça soit une préoccupation de tous en fait. Nous, on ne se bat pas que pour nos métiers. On se bat aussi pour que les enfants en France aient accès à des soins de qualité et qu'on puisse repérer rapidement leurs troubles de la santé. Et on vous remercie effectivement pour tout ce que vous faites au quotidien pour nos enfants. Merci mesdames, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir partagé vos expériences, vos craintes, vos doutes aussi. Mectide Dib qui est médecin de l'éducation nationale pour le SNMSU UNSA et Valérie Wolf qui est infirmière de l'éducation nationale depuis 13 ans maintenant pour le SNICS FSU. Merci mesdames, on vous retrouve assez rapidement j'espère pour faire un nouveau point d'étape avec j'espère des annonces, des réformes. En tout cas, on croise les doigts. Merci ma chère Irina. Merci à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, un nouveau mag. Ciao, ciao.